Bonjour et bienvenue dans le talk show Poétisons le monde de Poésia, l'émission qui met en lumière des parcours inspirants de personnes créatives et engagées à enchanter notre société dans le respect du vivant. Aujourd'hui, je suis au Noyoko Studio avec Linda Mayfoun. Bonjour Linda. Alors Linda, elle est consultante en mode et textile, spécialisée en éco-conception. Elle est aussi styliste de mode éco-responsable et formatrice. Alors je suis vraiment ravie Linda de t'accueillir aujourd'hui. Moi aussi, ravie que tu me reçoives. Alors on s'est connus comment? Ça fait quelques années déjà. C'était à l'époque, toi tu développais ta marque éponyme entre la France et le Vietnam. Moi j'étais encore salariée à l'époque à la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Et c'est finalement en 2020 qu'on s'est retrouvés, alors que j'étais en train de coécrire le guide de la mode éco-responsable avec Alice Lehou, voilà. Et donc tu as contribué à ce guide en apportant ton témoignage. Et depuis, maintenant, on travaille ensemble puisqu'on co-anime le programme autour de la mode éco-responsable qu'on propose dans des écoles de mode. Et j'avais envie justement de te proposer de nous partager ton parcours éclectique autour de la mode et du design. Pour commencer, je te propose de nous dire comment est-ce que tu poétises le monde à ton échelle. Tout d'abord, merci de m'interviewer. C'est une très belle question. Comment je poétise le monde en tant que styliste de mode éco-responsable? Il y a une partie très créative dans mon travail et je pense que je raconte des nouveaux récits ou des récits qui ne sont pas assez racontés. En présentant par exemple des savoir-faire uniques d'artisans du monde entier, principalement en Asie, là où je me suis beaucoup concentrée au début avec ma première marque de mode éco-responsable, Linda Mayfoun. Et aussi, ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est l'humain. C'est la rencontre avec les fabricants, mais aussi les clients. Et je pense qu'en designant des produits de mode éco-responsable, qui sont respectueux de l'environnement et des personnes, c'est comme ça que je poétise le monde. C'est très joli et c'est une façon aussi intéressante justement de parler du métier de styliste parce qu'on a une vision, on va dire, traditionnelle de ce que c'est un styliste et toi aujourd'hui, tu as une autre dimension. Et est-ce que tu pourrais, avant qu'on rentre plus en profondeur dans ce métier de styliste de mode éco-responsable, nous parler un petit peu plus en général de tous les métiers que tu exerces, que tu as exercés, parce que tu as, on va dire, une activité assez variée. Oui, mais c'est parce que je suis très créative aussi. Je n'aime pas me cantonner à une seule tâche. Et je suis très curieuse, j'aime beaucoup apprendre dans ma vie comme dans mon travail. Je suis dans l'amélioration continue de moi-même. Et donc les divers métiers que j'ai... c'était toujours quand même dans la mode éco-responsable. J'ai été sensibilisée très jeune aux enjeux, aux conséquences néfastes de la mode et du textile. Et donc je pense que c'est au lycée où je me suis dit, tiens, je vais devenir... styliste de mode éco-responsable. Et ça, c'était dans les années 2007. Ah oui, c'était il y a longtemps. Enfin, je veux dire, il y a quand même un certain temps parce qu'on n'en parlait pas beaucoup encore à cette époque. Non, pas du tout. Il y avait quand même des pionniers, des initiatives très pionnières liées à des scandales de marques de sport très connues qui fabriquaient dans des conditions indécentes ou qui profitaient du travail des enfants. Et quand je voyais ça aux informations en tant qu'adolescente, ça me révoltait complètement. Et je me suis dit, c'est pas normal, ce monde de beauté, de glamour, dont les coulisses sont vraiment indécentes. Et c'est comme ça que en sortant de l'école de mode, je me suis dit, je vais travailler dans la mode éco-responsable ou dans la mode éthique. Mais il n'y avait que très peu de marques. C'était, comme on dit aujourd'hui, une niche. Et j'ai décidé de créer ma propre marque en fait. J'ai mis en parallèle mes valeurs, ma passion pour le voyage, la créativité, la mode, le dessin, et aussi mes origines culturelles. Et je suis partie au Vietnam rencontrer des artisans pour élaborer ma première collection de mode inspirée des textiles des artisans locaux et tout en mélangeant avec le style français, parisien et urbain. Et c'est comme ça que je pense que ça a été le départ de toute l'aventure de ma vie professionnelle dans la mode éco-responsable.
Ok, donc tu as monté ta marque, mais après tu as fait d'autres choses. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes autres expériences en parallèle autour de la mode éco-responsable? En parallèle, écoute, j'ai fait énormément de choses, je ne sais pas par où commencer. On va faire historiquement. J'ai dirigé en fait ma marque métissée franco-vietnamienne pendant 6 ans avec mon associée Florence. Et ensuite, en parallèle, je travaille ici aussi en freelance. Et donc, j'ai été costumière dans le cinéma, Ok. styliste photo pour des magazines de mode au Vietnam et aussi en France. Et j'ai aussi travaillé pour d'autres marques éco-responsables. C'était dans les années 2010, ça a vraiment commencé à décoller. Les personnes commençaient à être sensibilisées. Et donc voilà, toutes les missions qu'on me proposait en mode éco-responsable, je les acceptais parce que je trouvais ça génial. Enfin, il y avait un écho à ce que moi j'avais perçu il y a 10 ans. Et donc j'ai adoré collaborer avec d'autres marques franco-vietnamiennes ou françaises. Aujourd'hui, je continue à travailler pour des fondateurs de marques éco-responsables. Et j'ai aussi fait du design digital parce que dans le design digital, ce qui m'intéressait, c'était le UX design, l'expérience utilisateur. Ça revient encore à cette histoire, à mon appétence pour l'humain, pour la collaboration. Et en fait, dans les méthodologies UX design, tu as le design thinking, qui est en fait de poser des questions à l'utilisateur ou au client final dans la partie conception design. Donc avant même de créer un produit et de mettre sur le marché, on va poser une série de questions à l'utilisateur en lui demandant ce dont il a vraiment besoin ou ce qu'il désire. Et c'était hyper important pour moi en fait parce que c'est d'apprendre ces méthodologies parce que ça m'a permis en fait de me poser les questions importantes sur le design et comment dire, le fait de créer du beau. Créer du beau pour moi aussi c'est créer quelque chose qui est utile et pas seulement en termes de fonctionnalité mais quelque chose qui est aussi qui rend les personnes heureuses en fait. Et donc finalement, ça serait ça, un styliste en éco-conception, en mode éco-responsable. C'est un peu ce que tu nous as dit, c'est finalement avoir une vision globale depuis les besoins de la personne, parce que si on ne sait pas ce qu'elle veut, c'est difficile de créer ou on crée sans avoir forcément une direction. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus encore sur ce métier de styliste de mode éco-responsable, éco-conception? Ouais, le design thinking, en fait, ça fait partie, c'est une des méthodologies de l'éco-conception. Se poser la question de si notre produit a une valeur auprès de l'utilisateur, même avant de le dessiner, c'est hyper important parce que justement, je trouve que le designer a vraiment un rôle de responsabilité envers le monde parce qu'il crée des produits et il doit savoir comment ce produit va être utilisé, s'il va être utile aux personnes et comment aussi il va être fabriqué et s'il va y avoir un impact sur l'environnement et la société et les clients et l'environnement en général avec si le produit va produire des déchets à la fin. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut penser à tout le cycle de vie du produit jusqu'à la fin de vie du produit. Comment on va démonter le produit, le recycler, qu'est-ce qu'on va en faire après. Et ça, dans ma formation de designer, on le considérait pas. Et aujourd'hui, avec l'éco-conception, on donne une nouvelle responsabilité aux designers et je trouve ça génial. Et toi, justement, en tant que designer d'éco-conception en mode éco-responsable, c'est quoi exactement la cause qui, toi, te tient le plus à cœur ou qui te révolte le plus quand tu dis que tu as eu le déclic? Donc, tu as parlé beaucoup du social. Est-ce que c'est uniquement cette partie ou il y aurait d'autres choses qui t'ont tenu à cœur en t'engageant en fait dans cette mode? Ouais, c'est vrai que le social, c'est hyper important pour moi. Là, en ce moment, en fait, on parle beaucoup de l'environnement, de l'impact sur l'environnement, le CO2, les déchets, les montagnes de vêtements qui se retrouvent à l'autre bout de la planète et le polyester aussi qui se retrouve dans l'eau. Mais il y a le social aussi qui est très important pour moi. Ça a été le déclencheur, comme je disais tout à l'heure, avec les marques de sport dans les années 80. Et même aujourd'hui d'ailleurs, avec le scandale des Ouïghours en Chine. Et je pense que c'est le moment de mettre en lumière des initiatives ou aussi
pour aider les personnes qui produisent nos vêtements à obtenir un salaire vital et vivre décemment de leur travail, en fait. Et autre cause qui me touche, oui, merci. Effectivement, comme je disais, c'était la réduction des déchets, en fait. C'est pour ça que j'ai étudié le UX UI design, c'était pour ne pas produire des stocks et des stocks de vêtements ou d'accessoires qui ne seront jamais utilisés. Jusqu'en 2021 ou 2020, les marques étaient autorisées à détruire leurs stocks et elles surproduisaient pour vendre en solde ou dans des outlets. Et on responsabilisait pas du tout ces entreprises-là. Et aujourd'hui, elles sont en France en tout cas, et j'espère que ça va se répandre dans l'Union européenne et dans le monde. Aujourd'hui, il est interdit de détruire les stocks. Donc, ça encourage ces régulations-là, elles encouragent les entreprises à faire de l'éco-conception. Et alors, ce serait quoi ton monde idéal, justement ? Tu as parlé des causes qui te tiennent à cœur, et tu le vois comment ton monde idéal, celui auquel tu as envie de contribuer chaque jour en tant que créative, designer? Vous avez le temps, là, t'as le temps? Bon, écoute, on est là pour ça, justement, pour inspirer d'autres avec des visions du monde éclectiques. C'est un monde équitable, plus humain, où il y a de la bienveillance et du partage entre les personnes. Un monde moins égoïste, en fait, où le succès ou le bonheur n'est pas défini par la possession matérielle. Parce que je trouve que c'est cette philosophie-là, cette vision du monde-là qui nous mène à notre perte et qui dégrade aussi notre vie intérieure comme extérieure et qui dégrade en fait l'environnement et nos relations avec les gens. Voilà. Ok. Écoute, si tout le monde pensait comme ça, je pense qu'on aurait un monde déjà qui serait transformé. Ouais. Et alors maintenant, revenons un peu plus à ton métier de designer, parce que ça nous intéresse aussi de savoir finalement qu'est-ce qui t'inspire en tant que créative quand tu crées, au-delà des besoins du consommateur, une fois que tu sais ce dont il a besoin, comment après tu vas le mettre en pratique et créer concrètement? Alors, ce que je fais souvent, c'est les musées, c'est l'art en général. Les autres créateurs, en fait, c'est le processus artistique. J'adore aller au musée, explorer, regarder les carnets de croquis, les expos photos, lire aussi, vous savez, les grands textes qu'on a toujours pour expliquer la démarche ou l'histoire d'une prise de vue de photo. Des 15 000 croquis qu'un artiste a fait avant d'arriver à l'œuvre originale et qui est exposée partout. Ça, j'adore m'inspirer de ces process-là. En fait, c'est l'histoire créative qui m'inspire. Et les librairies de design, les magazines de mode aussi. Je suis un peu old school, je regarde pas beaucoup les réseaux sociaux. Mais c'est vraiment dans les librairies qu'on peut trouver et les bibliothèques, des perles, des perles rares pour m'inspirer. Ok. Je parle aussi beaucoup à ma communauté, mes amis designers et c'est comme ça qu'on échange la dernière, je sais pas, le dernier livre à la mode ou la dernière musique qu'on a aimée, le prochain festival qu'on veut faire. Ah, il y a une autre inspiration que je voulais mentionner, c'était le voyage. Okay. C'était voyager. Même si je vais que à Damary-Lélis depuis Paris et qu'il y a 1h15 de train, je trouve que d'être en mouvement dans un train, ça fait vraiment fonctionner le processus créatif. Ça met vraiment en mouvement en fait toutes ces idées qui sont en pagaille au début et ça les hiérarchise en fait. Et j'aime beaucoup voyager et même découvrir aussi d'autres cultures, d'autres personnes, rencontrer des gens. Ça, je reviens encore à l'humain, c'est rencontrer des gens, connaître leur vie comme toi tu le fais aujourd'hui, écouter leurs expériences, leurs succès comme leurs échecs, c'est vraiment super inspirant. Et oui, j'arrive à des fois retranscrire ça sur les vêtements. Et justement, en parlant d'échecs et de succès, quels a été pour toi les moments les plus peut-être difficiles ou les challenges que tu as rencontrés dans ton parcours parce que finalement, tu es designer, entrepreneur, tu es multicasquette. Ça a été quoi tes plus gros challenges?
Tu dois le savoir aussi, mais quand on est pionnier, il y a beaucoup d'efforts de sensibilisation à faire. Dans les années 2007-2010, quand j'ai commencé à exposer mes créations dans des salons, il y a beaucoup de personnes la majorité des personnes, que ce soit la presse ou du public ou des acheteurs, qui ne comprenaient pas ce que c'était la mode éco-responsable. Je me souviens bien. C'était la mode hippie ou baba cool. Moi qui suis hyper timide, très réservée, mon médium c'est la créativité, dessiner, écrire, etc. Moi qui étais hyper timide, j'ai dû vraiment me challenger, faire des conférences, parler à la presse pour expliquer ce que c'était la mode éco-responsable et pour légitimiser mon travail de création, mais aussi ma démarche éthique, parce que c'était vraiment nouveau qu'un créateur de mode qui fait de la mode désirable, créative et urbaine s'engage en fait, ait un espèce d'engagement politique et voilà pour faire comprendre mon engagement, il fallait vraiment que je sorte de ma zone de confort. Voilà. Que je sorte de ma zone de confort et que je réponde aux interviews comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est encore assez... c'est beaucoup plus répandu, c'est beaucoup plus... on sait ce que c'est la mode éco-responsable, on ne sait pas ce que c'est exactement, mais on sait que c'est utile. Mais même avec mes clients qui viennent avec une idée de projet, ils ne connaissent pas vraiment l'ampleur, la globalité de ce que c'est la mode éco-responsable. Et pour ce faire, pour sensibiliser encore plus et informer encore plus les personnes et empêcher le greenwashing aussi, j'ai créé un jeu éducatif qui s'appelle La fresque de la mode avec 2 autres cofondatrices qui sont aussi créatrices et consultantes. Que j'ai eu l'occasion de tester. Exactement. Et en fait, on a créé ce jeu parce que on se rendait compte que la mode éco-responsable est parfois culpabilisante dans le discours. Parce dans les informations, on reçoit beaucoup de chiffres qui sont un peu déprimants. Et même si c'est la vérité, ça nous engage pas vraiment à consommer mieux et de nous faire culpabiliser. Et donc, on a créé ce jeu ludique qui fait appel à l'intelligence collective pour découvrir les enjeux de la mode en général et ses conséquences, avec une deuxième partie du jeu où on apprend en fait qu'il y a énormément d'alternatives d'éco-conception pour pallier en fait ou solutionner toutes ces conséquences néfastes sur l'environnement et les personnes. Ce serait quoi par exemple des exemples de solutions? Oui. On s'adresse non seulement au public comme aux professionnels de la mode. Donc pour les professionnels par exemple, pour les designers, on leur dirait d'utiliser avec parcimonie le polyester dans leur création de vêtements, même si ça coûte pas cher et que c'est pratique et que c'est génial pour les vêtements de sport, parce que la production du polyester est faite à base de pétrole, qui est une ressource non renouvelable, et qui, lorsque on lave des vêtements au polyester, libère énormément de microplastiques dans les océans que les poissons mangent, et ensuite, pour les personnes qui ne sont pas végétariennes, que nous mangeons et qui se retrouvent dans nos corps. Et ces microplastiques, ils ne sont pas éliminés par les stations d'épuration ou quoi que ce soit. Donc, faire attention, utiliser le polyester avec parcimonie, même si c'est accessible et abordable dans les designs et aussi pour les clients finaux. Et pour les clients finaux, sur le même sujet, c'est justement d'acheter moins de polyester parce que c'est moins qualitatif, que ça absorbe en fait beaucoup la transpiration et les odeurs. Les odeurs restent en fait. Et du coup, on est obligé de racheter un vêtement en polyester de sport après 3 ans parce qu'ils sont hyper mauvais, ou alors il faut acheter énormément d'adoucissants pour cacher les odeurs. Et pareil pour le lavage qui libère des microplastiques. Un sac de lavage qui filtre en fait les microparticules, du coup qui retient les microparticules de plastique dans le sac, qu'on peut ensuite mettre dans le bac plastique pour le recyclage. Ok, merci pour ces conseils pratiques comme ça. En même temps que tu partages ton parcours, ça transmet des informations. J'en ai plein d'autres si vous voulez. et concrètement, voilà, par rapport à des conseils que tu pourrais donner à des personnes qui aimeraient se lancer dans la mode éco-responsable ou pour devenir designer, entrepreneur, tu aurais quoi comme conseil?
De bien s'entourer. Moi, j'ai beaucoup commencé, enfin, j'ai beaucoup travaillé seule. Et en fait, au bout d'1 an et demi, 2 ans, il fallait que je m'entoure. Je sais pas pourquoi il fallait. C'est vrai que j'avais une vision très déterminée de ce que je voulais faire. Et pour ma marque et pour la deuxième marque que j'ai dirigée aussi. Et en fait, j'ai perdu beaucoup de temps en fait à vouloir m'occuper et du design, et de la production, et de la communication, et des réseaux sociaux, de créer mon propre site internet. Et j'ai perdu énormément de temps parce que, bon, après j'ai appris parce que j'adore apprendre, mais j'ai perdu énormément de temps dans le développement de mon entreprise parce que je voulais tout faire en même temps. Je me suis aussi fatiguée, quoi. J'ai un peu trop tiré sur la corde en termes de santé physique et mentale. On sait pas que... J'ai testé mes limites. Ouais, c'est pas juste, ok, on veut impacter la planète positivement, mais c'est aussi penser à soi. Exactement. Et prendre soin de soi dans le process. Il y a beaucoup d'entrepreneurs justement qui font des burn-out ou qui ont des problèmes de santé. Et toi, est-ce que tu as rencontré ce genre de problématique ou... Ouais, je suis passée par là. C'est 2 fois. Pour des projets en fait qui me passionnaient. Comme je suis une passionnée, j'y vais tête baissée. Je réfléchis pas aux heures que je travaille et aux week-ends que je prends pas. Et du coup, tout d'un coup, le corps lâche en fait. Le corps et le mental lâchent. Je crois que le premier burn-out, j'ai paniqué parce que un bouton, c'était les mauvais boutons étaient attachés sur une chemise, sur une livraison qui était en retard pour un client. Et j'ai fondu en larmes et pleuré pendant 3 jours. Maintenant, j'en rigole. Hein. Et heureusement que j'avais une associée qui était là pour prendre du recul et me dire, qui m'a engueulée, qui m'a dit, ça fait 2 semaines que je te dis d'aller faire une pause, prends un week-end, va au spa. Là, je te vois en larmes devant un carton de chemise. On est en retard, mais ce n'est pas grave, ce ne sont que des vêtements. Ce n'est pas une question de vie ou de mort. Maintenant, tu vas te reposer. Et d'avoir cette personne-là pour me remettre la tête sur les épaules, ça m'a... pendant 6 ans d'ailleurs, ça m'a vraiment aidée. D'où l'intérêt de bien être entourée. Oui, ça rejoint ce que tu disais. Et aujourd'hui, est-ce que tu as aussi des tips sur le fait de prendre soin de soi ou de travailler aussi sur, ça peut être des peurs aussi ou des croyances limitantes qui font que parfois on a des réactions qui nous poussent au burn-out, à vouloir tout donner parce qu'il y a des choses peut-être parfois qui sont pas forcément conscientes, qui nous amènent à avoir ce genre de comportement. Alors, je ne sais pas si je suis la meilleure pour donner des conseils, mais j'ai testé plein de choses. Bah écoute. Mais en ce moment, j'écoute un podcast qui dit « Si tu as peur, lance-toi quand même ». Et ça, je l'ai toujours fait, c'est vrai. Après, il y a des moments, des phases en fait dans la vie où il faut juste s'accorder des moments de pause et ne pas être hyper exigeant envers soi-même ou même envers les autres. Moi, j'ai pas attendu d'être bien dans ma peau pour commencer mon projet entrepreneurial parce que c'était lié à mes valeurs, ma passion, même mon héritage culturel. Et j'avais des choses à dire. En fait, cette première marque, elle canalisait vraiment ce que j'avais envie de dire au monde et ce que j'avais envie de présenter au monde. Donc, j'ai grandi avec ma marque, avec des aventures, des aléas, des grosses montagnes russes. Et aujourd'hui, je pense que, sans regret, parce que c'était génial comme aventure, que maintenant que je suis plus mature et que j'ai vécu cette aventure, cet apprentissage, qu'il faut trouver un équilibre. En étant plus... avoir une espèce de discipline, en mettant dans son calendrier d'abord les vacances, sans en abuser bien sûr. Après, ça dépend de votre activité, mais tout simplement, de manière très pragmatique, mettre les vacances en premier dans le calendrier annuel. Ne pas oublier les jours fériés aussi, parce que je suis dans un coworking, il y a beaucoup d'entrepreneurs et on oublie toujours les jours fériés. On se retrouve au bureau tout seul des fois aussi. On ne sait plus pourquoi. Mais c'est hyper important de trouver un équilibre comme ça en étant discipliné. Et aujourd'hui, tu penses l'avoir trouvé cet équilibre ? Il faut que je sois toujours disciplinée. C'est un process, hein ? C'est ça. Mais j'adore le process de toute façon.
Il n'y a pas de... C'est comme je te disais tout à l'heure, c'est pour moi, la vie, ma vie personnelle et ma vie professionnelle, c'est une amélioration continue. Et c'est ça que j'adore, c'est ce voyage-là. C'est d'accepter qu'on est multitalent, que je suis très créative, que je suis multitalent, que un jour j'ai envie de faire un site internet, le lendemain ça va être une identité visuelle pour une marque de mode éco-responsable, mais garder le cap en fait, parce que moi ça a été toujours parler, sensibiliser, communiquer, raconter des histoires de mode éco-responsable, parce que c'est ma passion et les vêtements, la mode, l'artisanat et les personnes. C'est ton fil rouge en fait. Ouais. C'est ce qui t'anime, c'est ce qui te fait te sentir à ta place. Ouais, exactement. J'ai trouvé ma place dans la mode éco-responsable. Ouais. Bon, bah ça, c'est le plus important. Et justement, sur ton parcours, ton aventure, est-ce qu'il y a un livre ou un film qui t'a particulièrement inspiré, qui t'a impacté pour t'aider dans ton chemin, que tu aimerais partager? Ouais, je suis en train de le relire. Je l'ai lu, en fait. Je disais qu'en fait, j'étais très timide quand j'étais adolescente. Mais j'avais quand même envie d'interagir avec les gens. Et j'ai lu un livre, c'est Comment se faire des amis et influencer les autres. Moi, c'était plus la partie comment se faire des amis, en fait. Et dans ce livre, il date, je crois, du début du 20e siècle. C'est de Dale Carnegie, je crois. C'est ça. Et il donne des exemples qui sont très passéistes. De fermes aux États-Unis avec des chevaux ou de Franklin Roosevelt, par exemple. Donc ça date quand même, mais en fait, c'est des conseils, des exemples très pragmatiques et des conseils très pragmatiques aussi, que j'adore parce que j'ai pu les appliquer et ça a marché. Ces conseils, c'était le sourire, c'est votre porte d'entrée pour se faire des amis, toujours s'intéresser aux autres parce que c'est le sujet préféré en fait de tout le monde, de parler de soi. C'est vrai. Regarde, je m'arrête pas de parler de moi. C'était l'espace pour toi. Et voilà, d'être à l'écoute en fait. Et aussi quand on approche quelqu'un, de vraiment essayer de savoir ce qu'il veut vraiment et d'essayer de l'aider à lui apporter ou à s'en approcher. Ça rejoint l'éco-conception. Ouais. Revenir aux besoins des personnes pour leur offrir ce dont ils ont vraiment besoin. Tout à fait. Ouais, t'as raison. Tu vois, la boucle est bouclée. Tout à fait. Et finalement, ça rejoint aussi ce que tu disais avec le fait d'être entouré. Si on n'arrive pas à connecter avec les autres, à se faire des amis, ben, ça va aussi être difficile de s'entourer. Donc finalement, ça contribue aussi à ce dont tu parlais, de lire ce livre. Donc si jamais il y a des personnes qui ont du mal à connecter ou à se faire des amis, ben voilà, un livre qui peut être intéressant. Ouais, qui se lit vraiment d'une traite. Bon, après, on n'est pas obligé de lire tous les exemples, mais parce que parfois, c'est écrit je lis en anglais aussi, mais c'est écrit en vieil anglais, et on ne comprend pas tout. Il faut regarder le dictionnaire. Mais il m'a vraiment été utile à 12 ans, et aujourd'hui aussi, parce que je suis dans une phase un peu dans mon petit coin à dessiner mes vêtements. Et j'avais envie d'un peu plus m'ouvrir aux autres. Ouais, partager. De partager, voilà. Et pour finir, est-ce que tu peux nous présenter une personne qui t'inspire particulièrement, qui t'a impacté dans ton chemin et qui poétise le monde aussi à son échelle? Alors, je pense à ma mère. C'est une personne que j'admire beaucoup parce qu'elle a eu un parcours assez chaotique dans sa vie. Moi, si j'habite en France aujourd'hui, c'est à cause de la guerre du Vietnam. Après la guerre, mes parents ont dû, je dirais, s'enfuir en boat people et recommencer leur vie en France à la trentaine. Et à avoir 3 enfants, elle a dû repasser par équivalence tous ses diplômes, alors qu'elle était infirmière au Vietnam. Et donc je me souviens en grandissant qu'elle faisait 2 boulots en même temps, tout en étudiant le CNED pour passer ses équivalences, et qu'elle nous éduquait aussi. Après, j'ai aussi elle m'a transmis en fait son côté combatif, parce que on a grandi en fait dans une ville de banlieue où on était les seules personnes, la seule famille asiatique. Enfin, s'il y en avait peut-être 2. Il y en avait 2.
Et on était, à cette époque-là, dans les années 90, très stigmatisés. On pointait dans la rue avec « Ah, c'est la fille de Bruce Lee » ou « Viens faire du karaté, Shintok », enfin voilà, tous les sortes de quolibets assez désagréables à entendre quand on est enfant. Et ma mère nous défendait à chaque fois. Et ça c'est resté vraiment ancré dans ma mémoire. Après, c'est ma mère, hein, on a des hauts et des bas. Mais je la trouve, c'est vraiment mon héroïne dans la vie. Et elle m'a inspirée sur ce côté survivante et combative et contre les injustices. Je pense que c'est ça aussi qui m'a emmenée dans la mode éco-responsable. Ce que tu disais par rapport au respect de l'humain et dans plusieurs sphères, pas juste dans les conditions de travail, mais rien que le rapport aux autres. C'est ça. Je pense, même si pour elle c'est une malédiction parce que je veux réparer le monde, c'est grâce à elle que je veux réparer le monde, en tout cas la mode, en faisant de la mode éco-responsable. Ok. Ben merci en tout cas de nous avoir partagé. Avec plaisir. Tout ce que tu as vécu et ce chemin pour arriver à trouver ta place, à t'entourer aussi des personnes avec qui tu te sens à l'aise et qui tu peux justement accomplir ce qui te tient à cœur, contribuer à un monde meilleur, plus harmonieux, aussi bien dans les relations que dans le respect de l'environnement. Donc voilà, c'était intéressant pour ceux qui peut-être ne connaissaient pas encore la mode éco-responsable, l'éco-conception. Et alors si jamais justement des personnes ont été inspirées par ce que tu nous as partagé et aimeraient peut-être avoir plus d'informations, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver ? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est Linda Meiphung, LINDAMAIPHUNG, ou sur mon site internet. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je me ferai un plaisir de vous répondre, que ce soit pour des tips pour comment s'occuper, prendre soin de ses vêtements pour les garder le plus longtemps possible, ou pour une formation en éco-conception, ou pour dessiner vos collections de mode éco-responsable. Et on peut retrouver ton témoignage dans le guide de la mode éco-responsable. Tout à fait. Voilà. Écoute, merci beaucoup Linda. Merci à toi d'avoir partagé ton parcours. Si vous aussi, comme Linda, vous avez envie d'exprimer pleinement votre potentiel créatif ainsi que votre identité profonde, mais peut-être que vous pouvez vous sentir seul et vous aimeriez être entouré, eh bien sachez qu'au sein de Poesia, on propose des accompagnements autour de la connaissance de soi, l'écologie intérieure, pour véritablement créer votre projet de vie entrepreneurial, artistique, qui va être aligné avec votre identité profonde, pour mettre vos dons et vos talents au service de la société, dans le respect du vivant, l'humain et l'environnement, comme Linda nous l'a si bien partagé. Si vous avez aimé ce contenu, likez-le et partagez-le pour inspirer d'autres personnes et abonnez-vous à notre chaîne pour être averti de la sortie de nos prochaines rencontres poétiques. Pour en savoir plus sur Poesia et nos accompagnements, retrouvez-nous sur notre site poesiavision.com. Prenez soin de vous et souvenez-vous que si ce monde ne vous correspond pas totalement, vous avez le pouvoir de poétiser le monde en créant le vôtre. À bientôt!